Je sais pas faire Sarkozy. Salut les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, on va parler de Lost, mais le premier épisode de Lost. Et on va essayer de voir, c'est de décortiquer, de comprendre si ce que font les personnages pendant ce premier épisode, est-ce que ça colle plutôt bien avec une réalité de la survie, si ce qu'ils mettent en pratique est logique, ou est-ce que ça peut être vraiment périlleux pour leur situation. L'épisode de Lost, bon, tout le monde l'a déjà vu, ou du moins a déjà entendu parler. Le premier épisode de Lost. Et là, on est sur un bon classique des films à sensation ou de tout ce qui est des jeux vidéo sur la survie. On est sur un crash aérien. Et donc, on a la carlingue d'un côté, sectionnée en deux. On entend du bruit, il y a un réacteur qui tourne. Faut vraiment se plonger dans le contexte. On a le crash, ça part dans tous les sens, les gens qui courent, etc. Ça doit être quand même très particulier. On a une source de danger potentiel avec un réacteur qui tourne encore, donc extrêmement dangereux. Et là, il faut être capable de trouver directement les points à analyser, les situations très critiques. Se protéger, se mettre à l'abri, c'est la première chose à faire quand on est secouriste, quand on part sur une intervention. La première chose, c'est pas rapidement de porter assistance à la personne, c'est d'analyser la situation. Une fois qu'on a analysé la situation, eh bien, on va pouvoir commencer à mettre des choses en place. Mais s'il y a un risque potentiel pour vous en tant que sauveteur, eh bien, c'est pas une bonne raison, c'est pas suffisant pour y aller. Il faut d'abord s'assurer qu'on est en toute sécurité, parce que si on vient à mettre sa vie en danger et on vient y laisser la vie, eh bien, potentiellement, il n'y aura pas un mort, il y en aura deux. Donc, il faut très vite analyser la situation, comprendre le danger, et puis, eh bien, dégager les personnes qui sont blessées, qui sont dans une situation de détresse, et pas forcément, j'allais dire, dans une détresse vitale. Parce qu'une personne qui est en détresse vitale, et je crois que c'est un plan qu'on utilise assez régulièrement lorsqu'on est sur des catastrophes où on n'a pas une victime, mais beaucoup de victimes. Lorsque vous avez un attentat, lorsque vous avez une crise dans une situation nucléaire, vraiment un gros accident, et bien sur place, vous allez avoir tout un protocole. Et les personnes qui arrivent, les premières personnes qui vont arriver, vont mettre directement des pancartes sur les victimes. Vous allez avoir une pancarte noire, une pancarte rouge et une pancarte verte. La pancarte verte, ça veut dire qu'il n'y a pas d'urgence vitale, c'est juste des égratignures. Vous pouvez avoir, par exemple, une jambe cassée, mais ce n'est pas une détresse vitale. Ensuite, vous avez une pancarte rouge. Les pancartes rouges sont les personnes qui sont en détresse vitale, où on peut apporter une assistance là tout de suite. Et puis, eh bien, celles qui ont une pancarte noire, eh bien, ce sont les personnes qui sont décédées. Et malheureusement, des fois, dans certaines situations, même si vous êtes encore vivant, vous pouvez avoir une pancarte noire autour du cou parce que votre situation est tellement critique, vous avez perdu énormément de sang, vous avez, je sais pas moi, le ventre est complètement ouvert, en train de vous vider complètement. La situation est tellement critique que, eh bien, il est préférable de vous considérer comme mort. Donc, il y a un protocole assez spécifique et qui est très, très intéressant. Et je vous conseille d'aller regarder ça. Franchement, si un jour vous êtes dans ce cas de figure, un crash, n'importe quoi, vous avez multi-risques, multi-victimes, et vous avez une pancarte noire autour du cou, et que l'autre à côté, il y a une pancarte rouge, et que vous êtes encore vivant, changez la pancarte. Vous avez peut-être une chance de rester vivant, et on va peut-être porter assistance directement sur votre personne plutôt que sur l'autre. Donc là, ils sont en train d'allumer un feu, ce qui peut être très, très intéressant dans leur situation. Pour se protéger du froid, pour alerter les autres, le fait d'avoir une lumière vive au loin, eh bien, ça peut alerter s'il y a, je sais pas moi, un bateau qui passe à proximité, eh bien, d'avoir un feu sur une île où normalement il n'y a personne, eh bien, ça va attirer l'attention. On peut se protéger s'il y a des prédateurs, si vous avez un risque potentiel d'agression autour de soi. Et puis ensuite, eh bien, on le voit là, avec juste après, on voit une dame qui est en train d'embrasser eh bien, sa bague. Et bien en fait, on se rend compte que chaque personne a réagi à des situations très différentes. Vous allez avoir des gens qui vont être très actifs très rapidement et forcément d'aller chercher du bois pour pouvoir travailler en communauté. Et puis d'autres personnes, eh bien, comme elle, qui préfèrent prier parce que c'est leur façon à eux de se réconforter face à cette situation. Sur le crash aérien, on voit bien que l'appareil a été sectionné en deux. Vous avez une partie de l'appareil qui est posée sur la plage, mais il manque l'autre partie, c'est-à-dire le cockpit, là où on peut avoir eh bien, de quoi communiquer, une radiocommunication avec une tour, avec une CTR, une zone contrôlée par directement eh bien, les militaires par exemple. Donc il faut retrouver ce cockpit parce qu'on a une grande chance eh bien, d'avoir plus d'informations là-bas pour pouvoir se sortir de cette situation. Là, ils sont tous posés sur la plage, ce qui est relativement intéressant parce qu'ils
ils sont à proximité de la carlingue, donc pourquoi pas, de quoi s'abriter, avoir des pièces détachées pour fabriquer quelque chose. On est sur la plage, donc on est à la vue de ce qui peut se passer, donc s'il y a des secours, on peut les alerter rapidement en faisant des grands signes. Ça, c'est très très intéressant. Et là, bizarrement, eh bien, il y a un bruit qui provient de la forêt. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si c'est des prédateurs, on ne sait pas si c'est hostile, non hostile, et donc forcément, le fait de rester sur la plage, on est, je vais pas dire en sécurité, mais on arrive à avoir une vue dégagée de la situation. Quand on est dans une forêt où c'est très dense, très fermé, avec une canopée fermée autour de soi, la situation est déjà beaucoup plus problématique et on peut se faire surprendre par des prédateurs, ça peut être des indigènes, ça peut être n'importe quoi. Donc le fait de rester sur la plage est bien plus intéressant. Et enfin, le fait de rester en groupe. Quand on est en groupe, on est supérieur à la menace si elle est en nombre de 1 ou 2. Et donc tout de suite, on paraît beaucoup plus imposant que d'entrer dans la forêt en étant seul ou même à 2 ou 3, ou voire à éclater le groupe pour que chacun puisse aller dans un coin pour chercher les situations. Je crois que c'était Bigard qui disait, il y a plein de moments où on arrive à faire des groupes de 2 et c'est vachement bien de faire des groupes de 2. Mais là, dans cette situation-là, non, on ne fait pas de groupe de 2. Donc là, ils font ce qui est plutôt intelligent, c'est-à-dire ils récupèrent le matériel. Les gens sont morts, il n'y a aucune raison, on prend le matériel. Que ce soit la bonne paire de chaussures, sinon il faut couper le bout pour laisser dépasser les orteils. Mec, il est orange dans la bouche. Dans une situation comme ça, il faut être capable de, je vais pas dire dédramatiser, mais de comprendre la situation. Effectivement, il y a des morts autour de soi. Il faut les mettre ça de côté, de dire voilà, la situation fait qu'on a eu un crash aérien. Pour notre survie, trouver des solutions. Donc il y a du matériel à proximité, eh bien il faut s'en servir. Là, elle est en train de défaire directement les habits d'une personne pour récupérer les chaussures. De toute manière, la personne elle est décédée, donc il n'y aura aucune raison qu'elle en ait besoin pour un futur proche. Donc autant qu'elle l'utilise elle pour pouvoir continuer et avoir les pieds au sec et éviter de se faire mal aux pieds. Sachez que vous pouvez avoir une main en vrac. Une main, c'est pas grave, on fait un bandage, on vient la mettre comme ça et on peut continuer et on progressera et on continuera. Si vous avez un des deux pieds qui est mal en point avec une ouverture, quelque chose de déchiré, peu importe, une hémorragie où ça vient pisser le sang au niveau des pieds, vous allez faire un bandage et déjà vous êtes un boulet pour vous-même et vous êtes un boulet pour le groupe parce que vous avancez plus de la même façon. Et si on doit progresser, eh bien vous êtes potentiellement la personne, pour ma part, vous serez la personne que je mettrai de côté parce que malheureusement vous allez ralentir le groupe et donc potentiellement on peut avoir plus de risques qu'il y ait d'autres morts parmi nous. Les militaires ils le disent très rapidement et très souvent, les instructeurs quand ils parlent aux jeunes recrues, ils leur disent à chaque fois préservez vos pieds, faites attention à vos pieds, séchez vos pieds, prenez soin de vos pieds. C'est vraiment très important. Très intéressant ce qu'il est en train d'expliquer. Je pars à la recherche du cockpit. J'espère trouver un radioémetteur dedans. Si c'est le cas, on pourra envoyer un signal de détresse. Il veut décider de partir, d'aller à la recherche du cockpit. Encore une fois, on ne part pas seul chercher quelque chose, sachant qu'ils sont tout un groupe sur la plage. Il faut partir à plusieurs, parce que si vous arrive une tuile, vous n'avez aucun moyen de communication avec le reste du groupe. Si vous arrive un seul truc, vous n'avez aucun moyen d'hurler, de dire « j'ai besoin d'aide », vous êtes mort et personne ne sait où est-ce que vous êtes. Donc toujours partir en groupe et rester en groupe pour pouvoir vous déplacer. De bien l'expliquer, on part chercher le cockpit dans cette direction et voilà, et on part tous par là et on va pas s'éparpiller. Donc ça c'est la première chose. Et après il y a un deuxième point qui est assez intéressant et là-dessus je suis pas vraiment d'accord et je pense que beaucoup de personnes, notamment les médecins, j'espère m'appuieront sur mon propos. Il explique qu'il y avait une personne qui avait une jambe blessée et il a posé un garrot. Et l'autre qui est assis à côté de lui dit qu'est-ce que je fais? Il fait bah tout va bien, j'ai réussi à enlever le garrot. Et en fait, il faut pas du tout enlever le garrot. Le garrot, lorsqu'il est posé, et dans la logique, lorsque vous posez un garrot, eh bien vous le laissez. Si malheureusement, après plusieurs heures, vous trouvez que l'hémorragie a stoppé, vous décidez d'enlever le garrot. Si vous l'enlevez rapidement, eh bien tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est venu se stocker à l'endroit où vous avez pincé, où vous avez mis le garrot, eh bien ça va repartir dans le système sanguin. Et là, si ça va directement au cœur, eh bien vous avez de grandes chances que la personne fasse un arrêt cardiaque. Donc généralement, lorsqu'on pose un garrot, c'est pas vous qui allez l'enlever, eh bien c'est notamment chez nous, quand vous appelez les secours, ils vont venir, vous leur dites à quelle heure vous avez posé le garrot. Généralement, ils vont pas forcément prendre en compte ce que vous venez de dire parce que la personne qui va venir prendre la victime, eh bien, elle sera en charge de la victime, donc elle ne va pas prendre le risque, même si elle veut bien vous faire confiance, de se dire « Ah ouais, le mec, il m'a dit, il a posé le garrot à 11h22 ». Il ne va pas prendre ce risque-là, il va faire le protocole comme si c'était vraiment un garrot qui était posé depuis très longtemps. Mais en fait, ils vont l'enlever progressivement et il va y avoir tous les appareils à proximité pour s'occuper de la personne s'il y a un arrêt cardiaque, s'il y a une problématique. Lorsque vous posez un garrot, vous ne l'enlevez pas, ce sera à l'hôpital où on va pouvoir s'en occuper. Donc là, dans sa situation, peut-être qu'il a aggravé la situation parce qu'en enlevant le garrot, eh bien effectivement, ça peut repartir directement, le potassium peut directement se retrouver au niveau du cœur et faire un arrêt cardiaque. Donc là, on les voit en train de se précipiter pour s'abriter, etc. Là, rapidement, ce qu'il faudrait faire, parce que vous êtes sur une plage, et sur une plage, vous n'avez pas d'eau douce. D'un côté, vous avez beaucoup d'eau, la mer, donc c'est extrêmement salé. Je peux vous assurer que si vous voulez consommer de l'eau de mer,
Vous pouvez la boire par les muqueuses. Vous pouvez prendre une bouteille avec un tuyau, puis vous mettez le tuyau dans le... Et puis vous allez boire l'eau salée directement par les muqueuses. Alors ça peut être sympa, mais là, il y a un groupe assez imposant. Ils sont peut-être une cinquantaine, donc j'imagine tout le monde en l'air avec un tuyau et une bouteille comme ça. Ah, ça va peut-être pas fonctionner longtemps, quoi. Donc la pluie arrive, il faut pouvoir l'utiliser. Donc en utilisant la carlingue, on va faire des pentes douces et collecter avec un récipient. Comme ça, il y a de l'eau à boire pour tout le monde. Ça, c'est, je ne vais pas dire dommage, mais je pense que la plupart des gens, ils n'étaient pas du tout prêts à subir un crash aérien. Et donc, on veut se protéger de la pluie parce qu'on a froid, parce qu'il y a le vent, etc., qui vient s'engouffrer, quoi. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils se précipitent à chercher le radioémetteur, ne prennent même pas en compte qu'il y a l'un des pilotes qui est là, attaché, il est potentiellement vivant. Donc, on a subi un crash aérien, on était une cinquantaine sur la plage, c'est-à-dire qu'il y a eu des survivants. Donc, peut-être que dans le cockpit, il y a d'autres personnes qui sont vivantes également. Donc, il faut vérifier. Ça peut toujours être intelligent de vérifier s'il y a une personne vivante et puis elle peut nous être utile par la suite. Et bim! Forcément, le tas se voit dessus. Et il est vivant, en fait. Il nous cherche, mais pas au bon endroit. Là, il comprend que les secours cherchent, mais pas au bon endroit. Et donc, forcément, il cherche un radioémetteur. On va dire que c'est ni plus ni moins une VHF portative. Moi, je suis nageur sauveteur en mer avec la SNSM et on utilise des VH pour pouvoir communiquer. Les VH portatives ont une portée relativement courte. Vous avez ensuite des VH fixes, donc c'est les postes de secours qui eux ont une antenne et qui permet de pouvoir communiquer à presque 25 nautiques de l'endroit où est-ce qu'ils sont. La VH portative, elle, peut communiquer avec d'autres VH et avec la VH fixe. Donc là, dans une situation où la VH, donc le radioémetteur qu'ils ont, est relativement petite. Ce qui reste intéressant, c'est que vous avez plusieurs fréquences dessus. Et la fréquence qu'il faut utiliser, c'est la fréquence 16. Généralement, elle est paramétrée à l'intérieur et c'est la fréquence des secours à l'international, donc fréquence 16, qui va vous permettre de rapidement contacter des secours. On est sur une VH qui est portative, avec une faible portée de distance, mais surtout qui fonctionne avec des piles, qui fonctionne avec une batterie. Donc si vous laissez la VH en veille, c'est-à-dire toujours allumée sur le canal 16, au cas où qu'il y ait un bateau à proximité, au cas où qu'il y ait quelqu'un, un hélicoptère, peu importe, qui passe, pouvoir échanger et savoir le nombre de survivants, etc., vous allez griller votre batterie très très rapidement. Donc il faut la maintenir éteinte et l'allumer que de temps en temps si vous avez à proximité un bateau, quelqu'un avec qui communiquer. Donc effectivement, ils ont une VH, mais je ne sais pas pour combien de temps. Une batterie, effectivement, ça a une durée de vie. La durée de charge est la même chose avec les conditions, s'il fait beau, s'il y a du vent, s'il y a de la pluie, s'il fait froid, s'il fait chaud, ça peut réduire la durée de charge de la batterie. Donc on n'a pas forcément une batterie qui va être optimale à 100%. Donc effectivement, oui, ils ont un moyen de communication. Maintenant, il va falloir l'utiliser correctement, mais ça ne va pas être un moyen de communication suffisant sur du long terme. Donc là, il y a eu un truc bizarre qui s'est passé dans le cockpit. On les voit en train de débouler. Le copilote ou le pilote s'est fait attraper et emmener. Donc on ne sait pas si c'est des prédateurs, si c'est des indigènes, on ne sait pas ce que c'est, mais il a disparu. Et donc forcément, ils sont en train de courir pour échapper au danger. Et le danger divise très rapidement parce que la condition physique de telle ou telle personne sera différente. Si on a eu le temps de manger, si on a eu le temps de boire, sa façon de penser, on ne réfléchit pas tous de la même façon. Et donc il y en a qui vont décider d'aller à gauche, d'autres vont décider d'aller à droite. Et en fait, le danger divise rapidement les gens. Et c'est là où ça peut poser problème parce qu'on peut rapidement se retrouver tout seul dans une situation, à être perdu au milieu de nulle part et aucun moyen de te retrouver une civilisation, des gens ou même les personnes avec qui on était. Donc là, à mon avis, il retrouve l'insigne du pilote ou du copilote. Et le pilote, il est posé sur des branches tout en haut. Je ne sais pas si vous vous souvenez le film Predator avec Schwarzenegger, c'était un peu ça, où il venait tuer les gens un par un et il les pendait par les jambes pour les vider, pour faire des trophées avec les crânes des personnes. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc la fin de l'épisode est relativement brutale, où on voit le pilote qui est dans un sale état. Très intéressant, parce qu'en termes de survie, on a plusieurs points qui sont plutôt bien représentés sur ce premier épisode. Si on voit l'épisode, Lost, celui qu'on vient de voir, là, le premier épisode, et on compare avec ce qu'on a vu de la dernière fois sur les 127 heures avec Aaron, on a vraiment des personnages complètement différents. Aaron était quelqu'un de très expérimenté, il avait de la connaissance, de la créativité, il était opportuniste, pragmatique, il savait vraiment se démerder. Et je pense que c'est grâce à tout ça qu'il a réussi à s'en sortir. Et là, quand on regarde Lost, on a un crash aérien. Donc des gens qui n'étaient pas du tout prêts à ça, qui étaient juste en voyage, qui n'étaient pas forcément des gens initiés à la randonnée, à la montagne, aux connaissances, etc. Donc ils se retrouvent vraiment dans une situation de détresse totale et ils font, pour la plupart, beaucoup d'erreurs.
parce qu'on a peur, parce qu'on n'a pas été initié, parce qu'on ne sait pas faire. Malgré ça, il y a des choses qui sont très intéressantes parce qu'on se rend compte que certains vont porter assistance très rapidement, ils vont essayer de sortir les corps pour pouvoir tout simplement éviter qu'ils laissent la vie. Donc on voit des gens qui prennent des initiatives et ça c'est très très important. Et puis ensuite, eh bien, il y a forcément à un moment donné dans tout le groupe une personne qui va se détacher, qui va être, et là c'est très difficile parce qu'il faut pas être un chef, il faut être un leader, il faut apporter des options, il faut apporter une certaine stratégie sans paraître grossier, avoir un ego, etc. Mais juste dire c'est pour le bien d'eux. Et donc là, ils décident de partir chercher le cockpit, ce qui est relativement intelligent parce que c'est ce que je ferais également. Donc ça, c'est ce qu'ils font et c'est relativement bien fait. Et ils cherchent eh bien, de quoi communiquer parce que la communication reste la base. Enfin, en tout cas, l'épisode marque bien l'esprit survie dû avec un crash aérien. C'est un très très joli scénario. Le crash aérien, ça peut être une épave en pleine mer, etc. Mais le crash aérien lance plutôt bien les hostilités sur de la survie. Relativement bien, premier épisode de Lost. J'espère que ce premier épisode vous a plu sur Lost. On a essayé en tout cas de décortiquer vraiment tous les trucs qu'il pouvait y avoir autour de la survie sur ce premier épisode et sur ce que les personnages font. En tout cas, si ça vous a plu, lâchez un petit pouce bleu et puis un petit commentaire. Et puis dites-nous en message s'il y a d'autres films vraiment sur de la survie, sur de l'aventure que vous aimeriez qu'on analyse pour vous. Merci à vous et je vous dis à très bientôt.